Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur la facturation électronique. C'est une réunion qui a été organisée à l'instigation des experts comptables avec la CCI, avec Michel, et la direction des finances publiques avec Eric. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Comme vous le voyez, nous avons organisé un tour des départements. Alors, je croyais que c'était affiché à l'écran, mais ça ne l'est pas, mais c'est pas grave. Voilà. Et nous avons été à votre rencontre en présentiel dans 12 villes. Et nous sommes un petit peu victimes de notre succès. Donc, on a décidé d'organiser la réunion en webinaire, ce qui nous permettra qu'elle soit enregistrée. Donc, moi, je suis Catherine Hansen, je suis la présidente de l'Ordre des experts comptables du Grand Est. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, comme je le disais. Je représente 1600 confrères sur le territoire du Grand Est, 1600 confrères qui emploient à peu près 15 000 collaborateurs et qui accompagnent 400 000 entreprises. Donc, ce n'est pas négligeable. Et au niveau national, nous sommes 22 000 experts comptables sur tout le territoire français. On emploie à peu près 200 000 personnes et on accompagne 4 millions d'entreprises. Donc, cette réunion et ce webinaire, comme je le disais, nous sommes un peu victimes de notre succès puisque en présentiel sur les 12 villes du département, nous avons rencontré 1000 personnes et là, vous êtes à peu près 400 à vous connecter ou qui allez vous connecter. Voilà, donc 1400 personnes depuis début février. On voit qu'on répond à un réel besoin et que la mobilisation pour la facturation électronique est assez forte. Donc là, la manière dont on va organiser les choses sur ces 2 heures de réunion, je vais laisser la parole à la CCI qui va nous présenter ses accompagnements. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous présenter les outils du Conseil national qui sont mis à votre disposition. Et ensuite, ça sera la Direction générale des finances publiques qui nous expliquera comment s'articule la réforme de manière assez ludique. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Michel, je te laisse la parole. Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous. Donc Michel Fagot de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Eurométropole. Je suis ravi de collaborer en fait depuis déjà quelques séances en fait avec l'Ordre des experts comptables et la DGFiP pour ce sujet finalement hautement d'actualité qu'est la facturation électronique. Ça fait partie de nos missions, tout comme en fait tout ce qui va contribuer à la transformation digitale des entreprises. Et finalement, la facturation électronique, c'est un vrai levier de transformation digitale. Donc en fait, on est présent. C'est important de se tourner vers la CCI lorsque des entreprises se posent un certain nombre de questions sur la présence digitale, la visibilité, les outils informatiques, la cybersécurité, tout ce qui tourne autour du numérique. En fait, on est là pour accompagner les entreprises. Et donc, ravi aujourd'hui, en tout cas, d'accueillir en particulier Eric, qui va nous mettre une petite piqûre sur la facturation électronique. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Et je pense que le temps le plus important, il faut le consacrer au sujet du jour. Merci. Merci. Voilà, donc je reprends la parole donc, en deuxième partie de cette réunion pour vous expliquer quels sont les outils qui sont mis à disposition par le Conseil national à votre destination. Donc, j'ai parlé du fait que vous étiez 1000 personnes en présentiel et environ 400 sur le webinaire. Donc, la répartition, pour quand même vous en ayez connaissance, est d'à peu près de 2/3 d'entreprises, puisque c'est les chambres de commerce qui nous ont invités, et à peu près 1/3 de confrères et de collaborateurs de cabinet. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter, en fait, ça concerne l'outil qui est ouvert au grand public du Conseil national. Je dis en aparté pour les confrères qu'il y a un site qui s'appelle e-facture. Et sur e-facture, vous pouvez avoir en site privé des formations pour vos collaborateurs et plein d'autres choses qui sont accessibles par votre compte ExpertPass. Voilà, c'est la seule aparté que je ferai pour les confrères. Donc du coup, la manière dont je vais présenter les choses, j'en ai pour un bon quart d'heure, une vingtaine de minutes. Ça sera par rapport à comprendre d'abord ce qu'est la réforme de la facture électronique, ensuite comment s'y préparer, et enfin en troisième partie, comment choisir et comment définir les plateformes dont on a besoin. Alors là, vous le voyez, on le dit, on le répète, n'hésitez pas et n'attendez plus à consulter votre expert comptable. Je disais qu'il y a à peu près la moitié des entreprises en France qui sont accompagnées par un expert comptable. Ça veut quand même dire qu'il y a la moitié des entreprises qui ne sont pas accompagnées par un expert comptable, puisqu'en France, on a à peu près 8 millions d'entreprises.
Et dans cette partie-là, on a beaucoup de micro-entreprises qui sont concernées. Donc, une des premières choses, hein, c'est que j'aimerais que vous fassiez passer le message que les exceptions sont très peu nombreuses. En fait, on est tous concernés par la facture électronique. Il y a pas mal de professions qui pensent qu'ils n'y sont pas, entre autres les micro-entreprises. Donc vraiment, faites passer le message, nous sommes tous concernés. On verra les exceptions, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc on les verra au fur et à mesure de la présentation de la GGFIP. Ensuite, ce que je voulais dire sur cette réunion qu'on a voulu organiser entre les chambres de commerce, les experts comptables et la DGFIP, c'est qu'on est dans une prestation et une présentation de la réforme qui est neutre. Parce que là, vous le voyez, c'est un kakémono des experts comptables, mais qui dit non, on ne vient pas vous vendre telle ou telle plateforme. Donc ça, c'est effectivement le cas. Et ça nous semblait important que vous ayez une explication neutre sur cette réforme pour que vous puissiez prendre vos décisions. Parce que de manière globale, en général, on prend les décisions de ce dont on a besoin et ensuite on contractualise et on achète, quel que soit l'achat qu'on doit faire dans sa vie. Et ça n'est pas l'inverse, on achète et puis ensuite on se fait organiser en fonction de ce qu'on a acheté. Donc ça nous semblait important que vous ayez ce message parce que vous êtes peut-être déjà démarché par des éditeurs. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc avoir une bonne connaissance de base sans contractualiser avec quelqu'un nous semblait important. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc le site qu'on va vous présenter, il y a le flashcode qui suit, qui s'appelle Ma facture, mon expert. Donc je crois que le diaporama va vous être envoyé certainement à tous. En tout cas, là, si vous voulez le flasher, vous pouvez. Donc c'est vraiment le site mis à disposition par le Conseil régional pour les entreprises ou les confrères, mais les confrères ont aussi un site dédié. Donc n'hésitez pas à vous y connecter. Tout ce que je vais vous présenter vient de ce site. Donc je passe à la partie comprendre, parce que je vous ai dit que c'était en 3 parties. Donc comprendre la facture électronique. Alors, je le disais, je pense que vous avez de multiples informations qui circulent. Actuellement, surtout depuis le mois de février, il y a beaucoup de publicité sur le sujet qui vient de toutes parts, que ce soit à la radio, à la télé, dans les journaux. Donc là, c'est bien de faire le point, effectivement. Et donc, du coup, par rapport à ça, dans la partie compréhension, je pense qu'il faut quand même reposer les bases. Et la première base, sur la réception de la facture électronique, puisque c'est le premier step, je vais vous passer un petit film là tout à l'heure, mais sur ce premier step de réception, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plateforme, c'est quoi? C'est une boîte aux lettres informatique. En fait, ça sera votre seul point d'entrée pour réceptionner des factures. Actuellement, vous réceptionnez des factures soit par la poste, donc en papier, soit en PDF par mail, soit quand c'est des gros opérateurs, on vous demande d'aller les chercher sur une plateforme avec un code, enfin voilà. En tout cas, vous avez de multiples moyens de réceptionner des factures. Et donc, quand on parle de simplification, c'en est une, puisque vous serez inscrit à un annuaire assez géant. Avec votre sirène, on saura sur quelle plateforme on doit vous envoyer les factures et vous allez les recevoir sur la plateforme que vous aurez choisie. Donc ça, déjà, c'est important de comprendre ça. Ça n'est qu'une boîte aux lettres informatique. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'une une facture, c'est un script informatique. Quand des personnes vous disent « moi, je fais déjà de la facture électronique », non, quand on envoie un PDF, ça n'est pas une facture électronique. On l'envoie de manière dématérialisée, mais ça n'est pas une facture électronique. Donc c'est un script informatique. Rien n'empêche que ce script puisse être édité sous forme de facture lisible à l'œil humain, mais en tout cas, au départ, c'est un script informatique qui va sur une plateforme. La troisième chose à dire, c'est quand vous réceptionnez cette facture sur votre plateforme, ça n'est pas pour ça que vous acceptez la facture, que vous payez la facture et que vous la mettez dans la comptabilité. En fait, cette plateforme numérique, informatique, ne fait que faire la même chose que vous faites dans la vraie vie. Si une facture vous arrive et que les quantités ou les prix sont faux, vous pouvez demander à ce qu'elle soit changée. C'est exactement la même chose. Vous aurez un tableau de bord avec toutes vos factures. Celles qui correspondent, globalement, vous les acceptez, vous les payez. Celles qui ne correspondent pas, vous demandez un avoir sur les quantités, le prix ou la qualité. Et puis, quand tout correspond, on peut aussi dire « OK » pour comptabiliser la facture. Donc, ça correspond exactement à ce qui se passe dans la vie, mais de manière informatique. Donc ça, je pense que c'était important de le rappeler. Et ensuite, ces plateformes,
On va le voir tout au long de la présentation, mais ce sont des plateformes privées qui sont immatriculées par l'État. Donc, il y en a 150 qui ont candidaté. Donc, je pense que maintenant, quasiment toutes sont agréées. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais Eric... Plus de 100 sont agréés. Plus de 100 sont agréés. Donc, voilà, il y en a encore quelques-unes qui vont l'être. Et donc, cet agrément garantit la sécurité et puis la conformité des échanges. Alors maintenant, je vais vous passer un film de quelqu'un que vous connaissez bien parce qu'il va un petit peu expliquer en une bonne minute, donc bien mieux que moi, en quoi consiste la facturation électronique. Alors, je pense que je dois appuyer. Dans un commerce, vous avez la possibilité de régler vos achats en liquide jusqu'à 1 000 € et le commerçant, lui, peut vous proposer une facture rédigée à la main. Ce principe ne change pas. Voilà, monsieur, en vous remerciant. Merci bien. Entre professionnels, en revanche, il y a du changement. Celles et ceux qui utilisaient encore de petits carnets de factures vont pouvoir les ranger dans une boîte à souvenirs. Fini aussi les factures envoyées par courrier ou par mail. Le 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront passer à la facturation électronique. Concrètement, chaque facture devra transiter par une plateforme agréée par l'État. C'est cette plateforme qui fera le lien entre l'émetteur et le destinataire. C'est elle aussi qui communiquera à l'administration fiscale certaines données de facturation. La réforme prendra effet en 2 temps. Le 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures au format électronique, même si toutes n'en émettent pas encore. À cette date, seules les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire auront l'obligation de le faire. Et puis, le 1er septembre 2027, les PME et les auto-entrepreneurs auront à leur tour l'obligation d'émettre des factures électroniques et de transmettre les données de paiement à l'administration. Si cette réforme vous concerne, n'hésitez pas à consulter votre expert comptable. Quant au petit carnet, s'il vous manque, je vous l'ai dit, entre commerçants et particuliers, il est autorisé. Vous pouvez me rajouter un cookie ? Bien sûr, monsieur. Voilà, donc en résumé sur la compréhension de la facturation électronique, donc il y a 2 dates. La première en septembre 2026 pour recevoir les factures, septembre 2027 pour les émettre pour toutes les entreprises. Pourquoi il faut pouvoir les recevoir au 1er septembre 2026 ? C'est parce que les grandes entreprises sont obligées, elles, d'émettre leurs factures au 1er septembre 2026. Donc, il faut bien que toutes les entreprises soient en capacité de les recevoir parce que toutes les entreprises contractualisent avec normalement des grosses entreprises pour la téléphonie, pour l'électricité ou autre. Donc, c'est pour ça que la réforme se fait en 2 temps. Et puis, ça permet aussi à toutes les entreprises de se mettre dans la réforme et d'être prêts à émettre pour le 1er septembre 2027. Par contre, rien n'empêche de devancer l'appel et de recevoir et d'émettre à partir du 1er septembre 2026 pour les entreprises qui seraient prêtes ou qui souhaiteraient tester pendant quelques mois l'émission des factures. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Voilà. Et donc, du coup, on va passer à la partie se préparer. Donc, comment mettre en place la facturation électronique dans votre entreprise ? En fait, c'est quelque chose qui peut faire peur puisque l'être humain n'aime pas quand les choses changent. C'est normal, c'est un instinct naturel. Et en fait, à partir du moment où on est structuré et on sait comment faire cette transition, ça n'est pas forcément insurmontable. Donc, comment les choses peuvent s'articuler ? Elles peuvent s'articuler sur 5 étapes pour que la transition soit plutôt réussie. Alors, la première étape, c'est comprendre la réforme et les opportunités pour votre entreprise. Donc là, vous en êtes à minima à ce stade, sauf si vous avez déjà cherché des informations par ailleurs. Mais en tout cas, là, j'espère qu'à l'issue de la réunion de 2 heures, vous aurez compris la réforme dans ses grandes articulations et que vous saurez par quel bout prendre les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Les opportunités pour votre entreprise, elles sont de plusieurs ordres. Ce sont des opportunités d'organisation de vos flux dans votre entreprise. Donc, c'est bien ça qu'il faut réfléchir. C'est une opportunité aussi de gain de temps parce que, comme je l'expliquais, les factures, vous allez toutes les recevoir sur la même plateforme électronique, donc cette fameuse boîte aux lettres informatique. Et donc, ça, c'est important aussi parce que d'entre vous, je pense que tout le monde a déjà cherché une facture et ne savait plus comment est-ce qu'elle est arrivée en papier, par mail ou autre. Donc, ça, c'est un gain de temps. Et puis ensuite, c'est aussi quelque chose qui va permettre à vos entreprises d'avoir les informations en temps réel. Donc, comme toutes les factures
tout le monde aura la bonne adresse de votre plateforme pour vous envoyer la facture, ben vous aurez tous vos achats, tous vos flux, ensuite quand il y aura les ventes en temps réel. Donc ça aussi, une entreprise pour prendre ses décisions et être bien gérée, c'est important d'avoir ce temps réel. Ensuite, après avoir compris et toutes les opportunités que vous pouvez avoir dans votre entreprise, ben, il faut faire un état des lieux, donc c'est le stade 2, de vos équipements. Donc voir si vous avez avec quel éditeur vous êtes, si il vous propose des choses, enfin tout ça est à benchmarker et à regarder quels sont les équipements dont vous avez besoin, ceux que vous avez et ceux dont vous pourriez avoir besoin. Ça nous fait le lien avec le stade 3, parce qu'en fait, vous avez fait votre état des lieux et donc il faut définir vos besoins en matériel, mais aussi les besoins immatériels, c'est-à-dire les besoins en formation humaine. Puisque en fonction des équipes que vous avez, il faut voir si les gens sont à niveau ou s'il faut les former sur la réforme, s'il faut les former ensuite sur la plateforme ou le logiciel que vous aurez choisi. Donc ça, c'est un état des lieux à faire. En stade 4, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a dit voilà mes besoins, voilà la manière dont j'aimerais organiser les flux, voilà les collaborateurs que j'aurai à former, on est au stade 4 et on sélectionne les plateformes qui peuvent correspondre à votre activité. Et donc là, sur les 150 que je citais, globalement, il n'y en aura peut-être plus que 4-5 qui pourraient correspondre à votre activité. Et donc là, c'est celle-ci qu'il faut benchmarker. Et c'est là qu'il faut voir si elles correspondent à vos besoins, tant en termes de coûts, évidemment, mais aussi en termes organisationnels, parce que parfois, une solution qui peut sembler pas chère au départ peut empiler des coûts ou ne pas correspondre à vos besoins, et donc ça pourrait coûter cher à terme. Et ensuite, le stade 5 qui est important parce qu'il s'approche de plus en plus, c'est tester et déployer et ajuster les solutions. Parce qu'une fois qu'on a choisi sa plateforme, quand on parle du 1er septembre, qui dit 1er septembre dit 2 mois d'été qui sont juste avant. Donc, il faut quand même tester et déployer certainement avant l'été pour être sûr d'être à jour et opérationnel au 1er septembre. Donc voilà, ces 5 étapes sont quelque chose qui permet de structurer votre transition. Alors, sur le site justement Ma Facture Mon Expert, on a réfléchi à quels impacts pouvaient concerner quel secteur. Donc là, vous les voyez qui s'affichent. Donc il y a les cafés, hôtels, restaurants, les artisans, les professions de santé, les sociétés de prestation de services, les micro-entreprises, sociétés agricoles coopératives, les professions libérales, les associations, les pharmacies, les commerçants et l'immobilier. Donc là, ce sont les métiers et les secteurs qui sont concernés. Et là-dedans, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent qu'elles ne sont pas concernées. Par exemple, les professions libérales ou les professions de santé, on en a rencontré beaucoup là, lors de notre tournée, qui pensaient ne pas être concernées. Les micro-entreprises, je les ai citées. Les associations aussi pensent beaucoup qu'elles ne sont pas concernées, alors que celles qui sont à but lucratif le sont. Nous avons d'ailleurs un webinaire dédié pour les associations. Je crois qu'on a déjà une centaine d'associations inscrites. Je crois que c'est la semaine prochaine, mais sinon, allez sur le site des experts comptables et vous trouverez ce webinaire dédié au secteur associatif. Et donc, du coup, on a 11 fiches métiers. On en a sélectionné 3, mais je vais vous en présenter une parce qu'elles se présentent toutes de la même manière. N'hésitez pas à aller les chercher en fonction de votre profession. Ça vous permet aussi de voir quelles sont les problématiques et ce à quoi vous êtes confrontés. Alors là, c'est celle d'artisans. Je vais passer peut-être à celle des commerçants. Voilà, donc ça vous récapitule les dates à retenir. 1er septembre 26 pour la réception, 1er septembre 27 pour l'émission. Ensuite, dans un commerce, à quoi est-on confronté? Si on a des clients entreprises et des clients particuliers, donc ça explique les problématiques. Ensuite, en bas de la page que vous voyez à gauche de votre écran, globalement, ça vous récapitule les étapes dont j'ai parlé. Les points d'attention en fonction de votre activité, donc voilà, ce qui se passe dans un commerce, si c'est une entreprise et pas un particulier, qu'est-ce que je fais si justement la personne qui est face à moi et qui est cliente est une entreprise? Comment est-ce que je gère le point? Un client qui demande une facture après le passage en caisse, là vous verrez dans les questions à la DGFiP, il y a toute une partie là-dessus. Voilà, et puis les caisses qui doivent être à jour. Et puis concrètement, parce que ça change dans le quotidien. Avant, comment on traitait quand on avait un client entreprise, ça ne changeait pas forcément grand-chose. Voilà. Et puis après, on est sur une
une automatisation totale. Il y a moins d'erreurs, des gains de temps. Enfin voilà, en tout cas, les fiches là que vous voyez, je vous montre celles des commerces, sont toutes articulées comme ça sur les 11 secteurs. Donc n'hésitez pas à les télécharger pour voir à quoi vous serez confrontés. Et évidemment, si vous ne vous en sortez pas, n'hésitez pas à interroger votre expert comptable. Donc ça, c'est la fiche des micro-entreprises. Donc comme ça, vous voyez bien à l'écran que les micro-entreprises sont concernées. Les associations aussi. Donc là, je le disais tout à l'heure, un webinaire dédié aussi. Mais en tout cas, on a la fiche métier association. Voilà. Donc par rapport à cette préparation, vous voyez qu'il y a 5 étapes. Il faut vraiment se poser la question de se dire comment est organisée mon entreprise actuellement, quelle est l'organisation cible que je vise, et donc en fonction de ça, on sélectionne les plateformes. Donc sur cette partie-là, nous avons à nouveau un petit film de Jamy qui va vous expliquer que les plateformes sont très nombreuses et qu'elles ne vous correspondent pas toutes évidemment, puisqu'elles correspondent à des tailles d'entreprise, à des secteurs dédiés. Donc n'hésitez pas pour choisir de vous rapprocher soit de vos fédérations, soit parfois certains métiers vont voir sur l'annuaire ce que les confrères ou les concurrents ont choisi comme plateforme, parce que ça peut être une indication. S'ils ont déjà fait le travail et qu'ils ont choisi cette plateforme, ça peut être une plateforme à benchmarker dans les plateformes que vous allez interroger. Voilà, en tout cas, je vais vous passer le film de Jamy. Les entreprises françaises doivent s'y préparer. Le 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures au format électronique, même si toutes n'en émettent pas encore. À cette date, seules les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire auront l'obligation de le faire. Pour les PME, cette obligation n'interviendra qu'en septembre 2027. Concrètement, chaque facture devra passer par une plateforme agréée par l'État. C'est cette plateforme qui fera le lien entre l'émetteur et le destinataire. C'est elle aussi qui communiquera à l'administration fiscale certaines données de facturation. Mais comment choisir sa plateforme? Il en existe des dizaines. Il faut d'abord s'assurer qu'elle figure dans la liste des plateformes immatriculées. Se demander également quelle taille d'entreprise elle cible, TPE, PME, ETI ou grande entreprise. S'assurer aussi que la plateforme est compatible avec les outils de gestion et les processus de l'entreprise. Chaque intégration a ses spécificités. Certaines plateformes proposent des fonctionnalités complémentaires comme le suivi des créances et la relance des clients. Là encore, il faut bien regarder et ne pas s'encombrer d'options inutiles. En septembre 2025, moins d'un tiers des entreprises avaient choisi. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à consulter votre expert comptable. Donc voilà, je pense qu'il a bien résumé les choses. Donc sur les 150, toutes ne vous correspondent pas, que ça soit en taille, que ça soit en métier. Donc vraiment, rapprochez-vous soit de votre expert comptable, soit de vos fédérations pour justement voir les plateformes qui pourraient vous correspondre et les interroger en termes organisationnels et en termes de coûts. Voilà. Ensuite, sur le site Ma Facture Mon Expert, donc c'est vraiment sur ce site-là, Ma Facture Mon Expert, qu'on peut télécharger les fiches métiers. Donc, je crois qu'il y avait une question dans le fil de questions qui nous interrogeait là-dessus. C'est sur le site Ma Facture Mon Expert qu'il y a les fiches métiers. Ensuite, justement, sur ce site, vous avez aussi un outil qui vous permet d'avoir les bonnes questions pour sélectionner votre plateforme. Donc, ça vous permet de faire un diagnostic personnalisé. Donc, vous voyez, mafacturemonexpert.fr, donc c'est sur ce site-là. Et donc, en répondant à 12 questions avec votre profil d'entreprise, ça vous permet d'avoir 5 critères prioritaires qui sont classés. Donc, en fait, la plateforme que vous allez choisir doit bien répondre à ces 5 critères prioritaires. Et puis, vous avez toute une liste de questions clés spécifiques qui seront à évoquer, soit avec votre éditeur de plateforme, soit avec votre expert comptable en fonction de la plateforme qu'il pourrait vous conseiller. Donc ça n'est pas antinomique avec le questionnaire qui sera présenté par la DGFiP. C'est complémentaire parce que là, on est vraiment sur une organisation et un choix de plateforme. Et ce que va présenter la direction des finances publiques, le questionnaire, c'est plutôt en termes de fiscalité, de TVA et d'autres choses. Mais en tout cas, ces deux questionnaires sont complémentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas
à répondre à ces questions. C'est très rapide et en tout cas, ça vous édite des fiches qui vous permettent bien de positionner les choses. Voilà, donc en fait, en résumé, ce qu'il faut dire sur cette facturation électronique, c'est qu'il ne faut pas hésiter à être accompagné. Évidemment, qui de mieux qu'un expert comptable connaît l'organisation d'une entreprise, ses flux et ce dont elle a besoin, et aussi de manière neutre, puisque je le redis, on ne vous vend pas quelque chose, on ne vend pas de plateforme, donc ça c'est plutôt important pour bien diagnostiquer les choses, et puis avoir une vue assez d'ensemble du terrain, parce que il peut y avoir des coûts cachés, des problèmes d'intégration, et parfois, selon les plateformes, il pourrait y avoir un accompagnement insuffisant. Donc c'est très important de bien réfléchir et d'être accompagné pour faire son choix. Donc n'attendez plus pour consulter votre expert comptable. Alors j'en ai fini pour ma partie. Je vais laisser la parole à Eric. Voilà, donc je crois qu'on a un petit QR code à télécharger pour pouvoir participer au jeu. Alors j'espère que vous avez bien écouté parce que les premières questions, normalement j'ai donné les réponses dans ma présentation. Voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, je reste là, mais à tout à l'heure. Merci Catherine. Je crois que c'est bon. On peut y aller. Voilà. Donc la présentation facturaire électronique. Alors que bonjour à tous. Comme l'a dit Catherine, on va essayer de faire ça de façon interactive pour que vous puissiez vous appréhender de mieux possible la réforme. Et donc je vous invite à télécharger ce QR code avec vos téléphones portables. Pendant ce temps-là, je vous expliquais un peu le contexte de mise en place de la réforme, même si ça a été dit beaucoup par Catherine. Donc aujourd'hui, on constate des pratiques de facturation qui sont différenciées, qui ne sont pas forcément harmonisées. Et aujourd'hui, d'entreprise, vous émettez des factures papier, vous émettez des factures par mail. Il y a aussi des factures qui sont hébergées sur des plateformes dédiées qui appartiennent à vos clients, vos fournisseurs, mais aussi où de la facturation électronique cohabite déjà. On estime déjà que sur les 3 ou 4 milliards de factures qui s'échangent tous les ans entre professionnels en France, que 15 à 20% de ces factures s'échangent de façon dématérialisée, mais avec des formats spécifiques qui sont inhérents à des entreprises ou à des secteurs d'activité spécifiques et qui s'imposent à vous. Et ces formats ne sont pas forcément nécessairement compatibles entre eux. Donc, dans tous les cas, cela nécessite de votre part un retraitement. Ceci se traduit par la génération d'un coût, que ce soit par la ressaisie, que ce soit par les rapprochements ou des relances ou les sources d'erreurs. Donc, ce qui veut dire que c'est une charge administrative qui incombe à vos entreprises. Et cela conduit l'État à jouer un rôle de régulateur dans l'échange des facturations électroniques en définissant des modalités et des standards d'échange, puisqu'on va retenir 3 formats de factures, UBL, C2I ou Facture X, et qui vont permettre de sécuriser les échanges qui seront désormais traçables et qui vont surtout bénéficier d'un cycle de vie partagé. Alors je vois que vous chargez énormément parce que j'ai déjà 70 personnes connectées. Donc c'est bien. Donc tout ça, on s'inscrit aussi, cette facturation électronique ne s'insère pas... s'insère dans une directive européenne, la directive VIDA, qui, comme son nom l'indique, veut dire la TVA à l'ère digitale, et avec pour objectif de généraliser cette facturation électronique pour améliorer la transparence fiscale, lutter contre la fraude à la TVA et renforcer l'intégration européenne donc du marché intérieur à l'horizon 2028-2030. Et tout cela en permettant aux entreprises d'accomplir plusieurs démarches en une seule opération, en envoyant directement la facture au client, en alimentant automatiquement sa comptabilité, voire plus, et en transmettant directement les données nécessaires à l'administration fiscale. À terme, nous aurons le pré-remplissage des déclarations de TVA et nous pourrons donc améliorer la connaissance de l'activité des entreprises pour favoriser notamment un pilotage plus fin des politiques publiques, pour accompagner les entreprises qui ont besoin d'être accompagnés sur des sujets divers et variés. C'est le cas aujourd'hui, notamment avec la hausse du carburant, on accompagne certains secteurs d'activité. Eh bien, cela nous permettra, à partir des déclarations pré-remplies, d'améliorer notre activité au niveau de l'État. Et tout ça, bien entendu, en réduisant fortement les saisies multiples, en minimisant les erreurs, qu'elles soient humaines ou autres, et en éliminant les pertes de temps liées aux demandes administratives répétitives. Alors, la facturation électronique ne modifie ni les règles de TVA, ni les règles de facturation,
ni les règles comptables. Elle organise la transmission structurée des données qui existent déjà en les intégrant dans un acte économique qui est de toute façon rendu nécessaire par la facturation. Donc la facturation électronique permet d'accomplir en une seule opération l'envoi de la facturation, comme on l'a dit, l'alimentation de la comptabilité et la transmission des données fiscales. Les entreprises continueront à déposer une déclaration de TVA. Celle-ci sera toutefois à terme pré-remplie à partir des données que vous nous aurez transmises, et les informations concernées sont celles que l'administration demande déjà, donc il n'y aura pas de demande supplémentaire de la part de l'administration, puisque lorsque vous sollicitez une demande d'aide, lorsque vous faites objet de contrôle ou lorsque vous déposez vos déclarations, vous fournissez un certain nombre d'éléments. Donc la facturation électronique, c'est plus juste, c'est plus simple, c'est plus efficace, et surtout, elle va permettre d'offrir une concurrence plus juste et plus loyale, puisque la fraude repose souvent sur des décalages d'informations, des factures fictives ou des incohérences qui sont détectées trop tard, et la facturation électronique va permettre de transmettre une transmission structurée au fil de l'eau des données, ce qui réduit ces angles morts. L'objectif n'est pas de multiplier les contrôles, mais de mieux les cibler pour protéger les entreprises qui respectent les règles et qui concentrent les efforts là où nous allons concentrer nos efforts, là où la fraude sera la plus manifeste. Et puis donc aussi, on va le voir dans quelques instants, c'est l'amélioration de la trésorerie par un pilotage de la comptabilité, par un pilotage de vos délais de règlement pour pouvoir améliorer donc votre compétitivité. Alors, 61 personnes inscrites, on va passer à la question numéro 1. Certains fournisseurs de la société Bien se préparer, que nous appellerons par la suite BSP, sont des micro-entrepreneurs au régime de la franchise en base. Ces fournisseurs seront-ils concernés par la réforme de la facturation électronique? Alors c'est simple, vous avez deux possibilités de réponse. Voilà, je vous laisse quelques instants. Normalement, j'ai donné la réponse. Alors pour le moment, que sur les 64 personnes inscrites, seulement 10 ont répondu. Ah, ok. On est à 20, ça y est. Ils essayent de se remémorer ce que j'ai dit. Alors vous êtes bon, puisque toute la réforme de la facturation électronique concerne l'ensemble des assujettis à la TVA. Qu'est-ce qu'un assujetti à la TVA? C'est quelqu'un qui est dans le champ de la TVA. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est redevable, c'est-à-dire quelqu'un qui paye la TVA, c'est quelqu'un qui est dans le champ de la TVA. Donc ça veut dire que ça concerne toutes les entités, quel que soit leur chiffre d'affaires, quelle que soit leur forme juridique et quel que soit le régime d'imposition à la TVA, dont les micro-entrepreneurs qui sont exonérés en vertu de l'article 293B du Code général des impôts, si ma mémoire est bonne. Donc ce qui veut dire qu'eux-mêmes sont dans le champ de la facturation électronique, y compris les bénéficiaires en franchise en base qui ne facturent pas la TVA, y compris les entités publiques lorsqu'elles sont assujetties à la TVA. C'est le cas d'une régie d'eau de votre collectivité locale, c'est le cas de l'État ou des collectivités quand elles passent des marchés publics, etc., etc. Cela va toucher y compris les entreprises étrangères qui ne sont pas établies en France, mais qui, dès lors que l'opération qu'elles réalisent est réputée se situer en France sous la TVA. C'est le cas des travaux immobiliers. Nous sommes ici à Strasbourg. Une entreprise allemande qui viendrait faire des travaux sur un immeuble situé en France, eh bien, serait dans l'obligation de mettre une facture électronique. Alors, comme disait Catherine il y a quelques instants, il y a quand même des professions qui ne sont pas concernées par l'obligation de facture électronique. Ça va être le cas, notamment, des particuliers. Particuliers qui vendent son véhicule d'occasion, etc., ne sera pas concerné par la facturation électronique. Il y a aussi des opérations qui sont dans le champ, mais qui sont exonérées en vertu des dispositions expresses de la loi, codifiées aux articles 261 à 261E du Code général des impôts, et cette liste est limitative. On va trouver les prestations de l'exercice de profession médicale et paramédicale. Un médecin ne facturera pas de TVA, mais par contre, il aura l'obligation d'adhérer à une plateforme pour pouvoir recevoir les factures de ses fournisseurs, son téléphone, son électricité, son fournisseur de matériel médical. Sont également exclus donc les prestations d'enseignement de façon générale, les activités bancaires,
les organismes sans but lucratif, certaines locations muses et meublées à locaux d'habitation, on va faire un focus là-dessus tout à l'heure, et le transport de malades blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Et puis, pour des questions de sécurité qu'on comprend aisément, seront également exonérées de l'émission de facturation électronique toutes les transactions qui donnent lieu à un marché de défense ou de sécurité au sens du Code de la commande publique. Donc, ce qui veut dire que derrière, on a un certain nombre de nos entreprises qui sont tenues à l'obligation de facturation électronique. Alors, 96% d'entre vous avaient bien répondu. Question suivante. Sachant qu'elles rentrent dans la catégorie des micro-entreprises et PME à 250 salariés, à quelle date notre société bien se préparer sera-t-elle concernée par la réforme de la facturation électronique? Là, vous avez le choix entre plusieurs réponses et c'est une réponse multiple. Vous avez 2 réponses possibles. Je vous laisse quelques instants. Alors tout ça, Catherine a déjà dit. Oui, Jamil l'a dit aussi. Et Jamil a dit aussi. Oui, c'est vrai. Deux réponses possibles, et je vois que vous avez bien écouté ce qu'ont dit nos différents interlocuteurs. Merci Catherine. Hein. Oui, ça va. Alors. Effectivement, donc c'était les réponses C et E qu'il fallait servir, puisque le calendrier de la réforme, on vous le représente. Donc l'obligation pour toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA de pouvoir réceptionner les factures électroniques, 1er septembre 2026, et puis l'émission, elle, concernera donc distinctement deux champs d'entreprises, les grandes entreprises et les ETI, donc les établissements de taille intermédiaire, seront dans l'obligation d'émettre des facturations électroniques dès le 1er septembre 2026, et pour les PME, TPE et micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros, ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros, et qui emploient moins de 250 salariés, pour faire simple, seront, elles, soumises à l'obligation d'émettre à partir du 1er septembre 2027. Alors, on retient le SIREN, puisque la notion d'entreprise retenue est celle de l'unité légale, telle qu'elle est identifiée par son numéro SIREN en France. Et donc, nous nous arrêtons là pour pouvoir justement aller dans déterminer quelles sont les grandes entreprises et les ETI des PME, TPE et des micro-entreprises. Nous apprécions la taille de l'entreprise au 1er janvier 2025 sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. Alors, pour le moment, il y a 7 avril 2026 qui est leader devant Étienne M et Julien sur notre classement. Donc, nous allons passer à la question numéro 3. Si ça veut bien passer. Voilà. Donc, la réforme de la facturation électronique modifie-t-elle les règles de TVA qui vous sont applicables? Là aussi, je pense que Catherine vous a donné quelques éléments de langage. Vous êtes tous bons, hein, puisque vous avez tous répondu non. Effectivement, on parle de réforme de la facturation électronique, on ne parle pas de réforme fiscale, on ne parle pas de réforme comptable, donc il n'y a aucune incidence sur les règles TVA qui sont applicables aux entreprises. On va passer à la question suivante. Est-ce qu'une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique? Là aussi, la réponse a été apportée par Catherine, qui m'a bien coupé l'herbe sous le pied. Celle-ci, je l'ai donnée. Hein. Si vous n'avez pas la réponse, c'est que vous n'avez pas écouté. Ou que vous n'étiez pas connecté. Mais je vois que les réponses massivement, voilà, c'est réponse favorablement, non. Voilà, hop.
Donc, effectivement, il fallait répondre non. Une facture électronique, ce n'est pas un PDF adressé par mail, c'est ce qu'a dit Catherine. Ce n'est pas non plus une facture qui est soumise en format Word ou Excel. Ce n'est pas non plus un JPEG. Une facture électronique est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée qui comporte des données sous forme structurée et qui permettent de les exploiter électroniquement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, 3 formats ne seront qu'acceptés en France. C'est l'UBL, le C2I et un format mix qui est un format semi-structuré, FactureX qui est un mélange de PDF et de XML. Et donc, seuls ces formats seront acceptés par les plateformes de dématérialisation. Alors voilà comment va se présenter, Catherine a dit tout à l'heure aussi, une facture électronique. Elle n'est pas lisible à l'œil nu. Voilà ce qui est un exemple de ce qui sortira par les machines. Donc, je défie tout être humain à ce stade de pouvoir lire les données qui sont transmises. Ce qui veut dire que cela n'empêchera cependant pas le fait que vous ayez un format matérialisé et défini en PDF, etc., sur vos ordinateurs, dans vos archives, etc. Mais là, on est vraiment sur un échange de données normées, comme ça a été dit précédemment. Donc, on vous rappelle que comptablement, la facturation est émise lors de la réalisation d'opérations. Elle va avoir un statut horodaté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va permettre de gérer vos délais de paiement. Et c'est la date d'émission, donc, justement, de cette facturation électronique qui va déterminer le point de départ des délais de paiement. Alors, nous allons passer à la question suivante. Question numéro 5. Hop. Voilà. Parmi les opérations que réalise ma société Bien se préparer, quelles sont celles qui sont concernées par la réforme de la facturation électronique ? S'agit-il des ventes et prestations de services réalisées à destination d'un client professionnel établi hors de France, des ventes et prestations de services réalisées à destination d'un client assujetti à TVA en France, des ventes et prestations de services réalisées à destination d'un particulier? Donc, vous avez 3 réponses possibles et vous avez possibilité, potentiellement, un choix multiple. Je ne mets pas la question à l'écran, ça ne va pas. En fait, vous êtes partagés. Ah, ça devient plus dur. Alors, je vois que ça se calme un peu, donc les 3 ABC étaient les 3 bonnes réponses qu'il fallait cocher. Donc, effectivement, le périmètre de la réforme repose sur 3 volets. 1, c'est la transmission électronique des données de la facturation. 2, c'est la transmission électronique des données de transaction, ce qu'on appelle le e-reporting de transaction. Et 3, c'est les données de paiement, ce qu'on appelle le e-reporting de paiement. On va décliner ces trois notions ensemble. Donc, ce dispositif dépend de la nature de l'opération, s'agit-il de vente ou de prestation de service, de la nature du client, réalisons-nous des opérations entre professionnels ou entre un professionnel et un particulier, et du périmètre dans lequel ces opérations sont réalisées. Déjà, la première obligation, donc, c'est l'obligation de transmission de factures électroniques et de données de facturation. Donc là, alors on va parler beaucoup d'anglicisme, on parle de B2B, donc de professionnel à professionnel au sein de la France, dans ce qu'on appelle de relations domestiques, donc au sein du territoire français. Et donc, cette obligation s'applique à toutes les opérations commerciales réalisées entre assujettis à TVA, établis en France, B2B, y compris les franchisés en base, et la transmission donc des données de facturation à l'administration. Il n'y aura pas de facturation électronique avec des clients particuliers ou des entités qui ne seraient pas assujetties, comme des associations de la 1907 n'ayant pas de but lucratif, ou une collectivité qui réaliserait des opérations régaliennes. 2, c'est l'obligation des données de transaction, le e-reporting de transaction. Donc, que ce soit en relation internationale entre professionnels ou entre professionnels et particuliers. En B2B international, donc en relation avec des professionnels dont l'un est établi à l'étranger,
Pour les opérations commerciales qui sont rétablies avec un assujetti non établi en France, que ce soit dans le cas d'exportation, que ce soit dans le cas d'acquisition ou de livraison intracommunautaire, et en relation donc entre particuliers, que ce soit en France, au niveau européen ou dans le monde, pour les opérations commerciales. Donc toutes les opérations commerciales, ça va être le cas de votre boulanger lorsque vous allez acheter votre baguette de pain. Enfin, troisième obligation sur la réforme, c'est l'obligation de transmission des données de paiement. Donc ça va être dans tous les cas, dans toutes les prestations de services, par exemple, des acomptes, où la TVA est exigible à l'encaissement, quelle que soit la nature du client, quel que soit donc le lieu de facturation. Que ce soit donc entre professionnels au sein du territoire français, entre professionnels dont l'un est situé à l'étranger, ou entre particuliers, pour le cas où vous décideriez d'envoyer des commandes à l'étranger. Donc, un petit schéma récapitulatif, que j'appelle les barbes à papa, pour ceux qui ont connu le dessin animé quand ils étaient plus jeunes, comme moi. Oui, Catherine, oui, tu ris, mais toi aussi, d'accord. D'accord, tu as connu aussi. Donc, ce petit schéma donc, qui récapitule les trois obligations. Entre professionnels assujettis en France, l'obligation de facturation électronique. Dès lors qu'on fait des transactions avec des particuliers, il y a l'obligation de transmission électronique des données de transaction, tout comme on les a dès lors qu'on est entre professionnels avec un périmètre géographique international. Et pour les prestations de services, l'obligation de transmettre donc les données de paiement. Alors, hop. Donc 7 avril est toujours en tête pour le moment. Alors, un petit focus sur les CI, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'entreprises avaient décidé donc d'avoir ce genre de structure pour y mettre leurs biens immobiliers. Eh bien, on s'aperçoit que les CI sont, hormis les CI familiales, dont l'objet est exclusivement la mise à disposition à titre gratuit d'un bien immobilier à ses associés, hormis ce cas, eh bien, toutes les CI, quelle que soit donc leur nature, les locations qu'elles consentent, sont tenues à minimum d'être en capacité de recevoir de la facturation électronique, voire d'en émettre. Donc, ce qui veut dire que la facturation électronique concerne bien l'ensemble ou la quasi-totalité des SCI. Alors, se pose parfois aussi la question des syndics de copropriété. Tout dépend de comment fonctionne votre syndic et s'il est sirénisé ou pas. C'est l'obtention d'un numéro sirène qui permet de savoir si vous entrez ou pas dans le champ de la facturation électronique. Bien souvent, les syndics de copropriété sont exercés à titre bénévole, donc c'est pour ça, ou n'apparaissent pas, n'ont pas d'entité juridique en tant que telle. C'est pour ça que ce genre de syndic devrait être considéré, à mon sens, comme des personnes particulières ou des personnes privées. Question 6. Voilà, alors notre société bien se préparer vend des marchandises sur Internet à des clients particuliers en France. Comment, selon vous, devra-t-elle procéder pour se conformer à la réforme de la facturation électronique? Devra-t-elle envoyer ses factures par courriel? Devra-t-elle déclarer les opérations d'administration par l'intermédiaire d'une plateforme? Ou devra-t-elle envoyer ses factures clients particuliers par l'intermédiaire d'une plateforme? Alors, vous avez plusieurs réponses possibles. Et là encore, vous êtes partagés. Et on vous laisse encore quelques secondes. Là, ça répond toujours. Ah oui, je vois ça. Alors, il fallait répondre A et B. Donc, l'opération n'entre pas dans le champ de l'obligation d'une émission d'une facture électronique. Vous pourrez, si le client en fait la demande, notre société pourra joindre une facture au colis, papier, ou adresser la facture par mail à son client. Par contre, l'opération entre dans le champ du e-reporting de transaction, donc BSP,
notre société bien se préparer, devra transmettre certaines données à l'administration pour ces opérations. Alors, on vous a fait un petit schéma qui récapitule un peu le déroulé d'une facture que vous adresserez à un client en particulier. Donc, BSP continuera à envoyer sa facture, à la possibilité d'envoyer sa facture ou dans le colis ou par mail ou par tout autre moyen de son choix. Par contre, comme elle a l'obligation de faire du e-reporting de transaction, donc elle va elle va émettre sa facture comme malgré tout sur une plateforme agréée. Donc c'est ce qu'on vous a mis ce logo avec cet atome, lequel, et c'était dit par Catherine tout à l'heure, laquelle plateforme va consulter l'annuaire des entreprises et concentrateurs de données. Donc l'annuaire va regrouper à terme toutes les entreprises qui ont un numéro sirène. Et à chaque numéro sirène, dès lors que les entreprises auront opté pour une plateforme, correspondra donc, sera adossé une plateforme, une ou plusieurs, parce que rien n'empêche une entreprise d'avoir plusieurs plateformes. Et donc, cet annuaire va être mis à jour régulièrement par l'administration pour éviter les usurpations de sirènes, les usurpations de données administratives. Et à partir dès lors qu'on pourra consulter cet annuaire, eh bien, les données seront transmises à l'administration, les données donc de transaction. Et donc, on va le voir dans quelques instants, donc la périodicité de transmission électronique varie donc de 10 jours à 2 mois. Alors, cette slide est la même, sauf qu'on a ajouté entre l'entreprise et la plateforme agréée ce qu'on appelle une solution compatible, qui peut être un outil, un logiciel comptable, qui va automatiquement donc faire le travail à votre place. C'est ce que Catherine a dit tout à l'heure, mais le schéma reste globalement le même. Question numéro 7. Quelles sont les données que la société bien se préparer doit transmettre à l'administration par l'intermédiaire de sa plateforme lorsqu'elle vend des marchandises à des particuliers? Alors, soit l'intégralité des données figurant sur toutes les facturations émises, soit certaines données comme le montant de la TVA facturée, donc qui est cumulé par journée, soit certaines données comme le montant de la TVA facturée figurant sur toutes les factures émises. Alors là, il y a un petit piège, mais il n'y a qu'une seule bonne réponse. Là, on sent qu'il y a des hésitations. Ouais. C'est assez équilibré. Et j'accorde encore 5 secondes. La bonne réponse était la B, donc, puisque on vous présente ce qu'est un ticket Z. Donc, les données transmises à l'administration seront par période le cumul des données pour chaque journée permettant d'obtenir les bases hors taxes réparties par taux de TVA, et les montants de TVA donc collectés. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui sont habitués à faire de la vente de détail, le ticket Z que vous éditez automatiquement tous les soirs à la fin de la journée lorsque vous fermez votre caisse et qui vous permet donc de définir, de répartir donc tout ce que vous avez fait comme opération. Et donc c'est ce ticket Z qui fera l'objet donc d'un e-reporting avec un délai et une fréquence qui dépendent du régime d'imposition à TVA auquel vous êtes soumis. Si vous êtes au régime normal mensuel, eh bien, vous serez tenu, ou votre outil d'analyse comptable le fera, sur une période qui fonctionne par décade, tous les 10 jours, avec donc les dates auxquelles ça doit être transmis. Si vous êtes au régime réel normal trimestriel, c'est tous les mois. Si vous êtes en franchise en base, ce sera tous les 2 mois. Je supprime le RSI TVA puisque celui-ci a vocation à disparaître au 1er janvier prochain, mais c'était pour vous l'indiquer pour mémoire.
Donc, effectivement, pourquoi le réel normal mensuel? Eh bien, puisque les entreprises qui sont assujetties à ce régime de TVA ont beaucoup plus d'opérations que celles qui sont au régime en base. Et donc, c'est pour ça que le législateur a souhaité donc que soit, davantage, il y ait ce reporting qui soit plus marqué sur les grandes entreprises. Question suivante, question numéro 8. Alors, question numéro 8. La société BSP vend également des marchandises à des clients professionnels assujettis à la TVA en France. Comment va-t-elle procéder pour se conformer à la réforme de la facturation électronique? Va-t-elle envoyer ses factures par courrier? Va-t-elle les envoyer par courriel? Va-t-elle déclarer ces données de l'opération à l'administration par l'intermédiaire d'une plateforme? Ou va-t-elle envoyer ces factures par l'intermédiaire d'une plateforme? Une seule bonne réponse, et c'est une consonne. Je donne une réponse. Non. Réponse quasi unanime. Ouais. Ils ont bien révisé avant. Hein. Oui, ils ont révisé, je pense. Alors, encore quelques secondes. Eh bien, tout le monde a quasiment répondu. Hein. Donc, effectivement, c'est la réponse D qui trouve à s'appliquer, puisque donc c'est l'envoi d'une facture par l'intermédiaire d'une plateforme. Donc, BSP envoie à un de ses clients professionnels un colis, enfin des marchandises. Donc, l'obligation entre bien dans le champ de l'obligation d'émission d'une facture électronique et il ne sera plus possible à BSP d'envoyer sa facture par courrier ou par courriel. Donc, on vous l'indique dans le schéma qui est à l'écran, donc avec un beau sens interdit sur la facture papier ou la facture mail. Donc, BSP va envoyer sa facture via une plateforme d'émission, laquelle va dans un premier temps consulter l'annuaire des entreprises, va s'assurer que chez son client correspond une plateforme. À ce moment-là, une fois que ce sera validé, la plateforme d'émission va pouvoir transmettre à la plateforme du client, la plateforme de notation du client, et le client donc aura accès à sa facture. Et dans le même temps, bien entendu, il y aura information de l'administration fiscale. Comme tout à l'heure, même schéma, si on intègre une solution compatible, un outil comptable, qui permet donc de le faire automatiquement. Alors bien souvent, quand on fait ce genre d'animation, on a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entreprises qui disent « mais moi, je travaille beaucoup avec le secteur public, dans la commande publique, comment ça va se passer ?» Donc aujourd'hui, lorsque vous travaillez avec la commande publique, vous travaillez avec Chorus Pro. Eh bien, Chorus Pro va être la plateforme, va rester la plateforme de l'État. Et donc, vous pourrez, soit à travers votre plateforme à laquelle vous allez souscrire d'émissions qui sera accordée à Chorus Pro, travailler sur cette plateforme-là, dès lors que vous aurez fait ce choix de cette plateforme. Et à ce moment-là, Chorus Pro acheminera automatiquement les factures à la collectivité concernée. Donc, à terme, c'est ce qui arrivera. Soit vous utilisez Chorus Pro tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec l'offre de services, soit sur le dépôt sur portail, soit via EDI ou API, qui restera accessible donc, aux entreprises qui commercent avec la sphère publique. Donc, précision tout de même, ce qui est marqué dans le slide, cette seconde modalité a vocation à être provisoire le temps de la généralisation de la facturation électronique à toutes les catégories d'entreprises. Donc, ce qui veut dire que d'ici 18 mois, 2 ans maximum, donc, ce sera le premier choix qui trouvera à s'appliquer automatiquement. Question numéro 9. Au-delà des factures électroniques, les plateformes agréées s'échangeront également les différents statuts du cycle de vie de la facture. Est-ce que les 14 statuts seront visibles ou non par la société? Bien se préparer. Alors là, vous avez le choix entre oui ou non.
J'hésite. Il y a des hésitations. Il nous manque 6 réponses. 4. On va faire répondre B, comme 25% d'entre vous. Non, il y a 14 statuts qui figurent sur la facturation électronique. 4 sont obligatoires, définis par l'État, puisque les plateformes, selon l'option que vous allez choisir, vont vous présenter toute une offre de services et vous n'avez peut-être pas besoin de tout. Donc, pour le législateur, ce qui compte, au point de départ, c'est le statut déposé. Ce sont les pastilles vertes que vous voyez à la diapositive. Statut obligatoire, donc 4. Le statut déposé. Vous déposez la facture, eh bien, c'est un statut obligatoire. Après, vous apercevez que le deuxième statut, c'est rejeté au niveau de votre acheteur, de votre client. Pourquoi ? C'est que vous avez commis une erreur sur la facturation. Soit vous êtes trompé sur le numéro sirène, soit vous avez mis un mauvais taux de TVA, ou vous êtes trompé dans l'opération de façon générale, enfin c'est une erreur flagrante. Donc à ce moment-là, ce statut rejeté, c'est la plateforme de votre client qui va la rejeter. Il n'y a pas d'action de votre client, c'est parce qu'il y a une erreur manifeste. Donc c'est pour ça que ce statut est également obligatoire. Le troisième statut obligatoire, vous le voyez en bas à gauche, c'est le statut qui est refusé par votre client. Au moins vous savez pourquoi il refuse la facture. Donc là, vous aurez la réponse et là vous pourrez contacter votre client pour savoir pourquoi il a refusé. Et enfin, le quatrième statut, c'est le statut que vous servirez vous, qui est le statut encaissé, pour bien montrer que l'opération est achevée. Et donc, dès que votre statut est déposé, dès que votre facture est déposée, eh bien, cette facture est horodatée. Ça veut dire qu'il y a une date certaine dans le dépôt de la facturation. Donc, ça donne de point de départ des délais de paiement de la facturation électronique. C'est aussi pour ça que c'est obligatoire. Et donc, c'est à partir de là que vous allez gérer vos délais de paiement, puisqu'il y a un engagement par les plateformes de transmettre au plus tard à J+1 donc, votre facture à la plateforme de votre client. Ensuite, il y a d'autres statuts qui sont recommandés. Il y en a 5. 1, c'est le statut de mise à disposition. Ça vous permet de suivre le traitement de votre facture. Vous savez que vous avez émis votre facture, certaines plateformes vont vous dire, effectivement, cette facture a été mise à disposition de mon client. Deuxième statut recommandé, c'est la prise en charge par votre client. Donc vous savez que la facture n'est pas dans les spams, qu'elle n'est pas reçue, que la facture n'a pas fait la distribution, vous savez qu'elle est prise en charge. Et donc avec après 4 possibilités, soit elle est approuvée totalement, et à ce moment-là, vous le voyez immédiatement, donc il n'y a pas de sujet, puisque après vous pouvez suivre le paiement sur la flèche qui vous renvoie pleinement à droite du slide, au milieu, ou à approuver partiellement. Donc ça vous permet aussi de savoir par rapport à votre client pourquoi votre facture est approuvée partiellement. Vous deviez envoyer 8 palettes de carrelage et on en a reçu 3, donc c'est peut-être pour ça qu'il approuve partiellement. Et puis, vous avez des plateformes qui vont proposer aussi des statuts pour savoir si la facture est suspendue ou en litige. Donc, cela vous permet aussi de gérer votre relation avec votre client et d'être plus proactif dans les sujets, notamment en termes de litige ou de visibilité sur le traitement de votre facture. Donc, on vous le dit aussi, pas loin de 90% des plateformes supporteront tous les statuts du cycle de vie. Mais là aussi, ce que disait Catherine, l'intérêt de réaliser un audit, de savoir ce dont vous avez besoin, vous permettra justement de déterminer au mieux quels seront les besoins qui seront les vôtres. Donc, les plateformes agréées, elles ont plusieurs rôles. Déjà, elles sont immatriculées pour une durée de 3 ans renouvelable. Et pour devenir plateforme agréée, il y a plusieurs conditions qui ont été émises dans un cahier des charges. Et donc, avec des exigences d'ordre fiscal, informatique et technique, pour pouvoir, notamment, conservation des données en France. Il n'y a pas de possibilité de transmettre ces données à l'étranger, donc tout est conservé en France. Et puis, ces plateformes feront l'objet d'un audit annuel sur la période de 3 ans par un organisme certificateur indépendant. Et donc, vous voyez donc que la liste des plateformes est publiée régulièrement donc, sur impôts.gouv.fr dans la rubrique partenaire. Donc, 4 statuts pour les 4 rôles de vos plateformes agréées, c'est émettre, transmettre et réceptionner les factures électroniques du fournisseur au client.
c'est extraire les données de facturation, de transactions, de paiement ou les réceptionner et les transmettre à l'administration. C'est gérer et transmettre les cycles de vie tels qu'on les a vus, et c'est mettre à jour donc l'annuaire des destinataires des factures pour les clients. Alors, même si ce n'est pas un CERFA, il y a l'obligation de formaliser votre choix de plateforme agréée. On ne peut pas vous imposer une plateforme, c'est vous qui choisissez, et donc on va vous demander votre consentement éclairé, d'où ce modèle d'accord formel que les plateformes ou vos experts comptables ou vos conseils peuvent vous faire signer pour que vous puissiez désigner une plateforme de réception et d'émission des factures pour pouvoir justement nous être certains que vous avez bien choisi, que c'est vous qui avez choisi, que ça n'a pas été imposé par un tiers. Question 10. Pour les opérations avec des clients professionnels établis hors de France, les données transmises à l'administration seront-elles les mêmes que celles transmises pour les clients établis en France? Donc, 3 possibilités. Oui, à l'exception du sirène du client. Non, il s'agit de données cumulées sur la période. Oui, à l'exception du sirène et du détail des lignes de facture. Là, vous avez du mal parce que Catherine n'a pas dit tout à l'heure, ou on n'a pas encore été assez explicite. Alors pour vous aider, le numéro sirène est un numéro d'immatriculation purement français. Il y a peut-être d'autres choses qui existent à l'étranger. Au niveau européen, il y a peut-être le numéro TVA intracommunautaire. Donc voilà, le sirène est vraiment la fiche d'identité française d'entreprise. Voilà, c'est vraiment équilibré parce qu'on a... Ouais. Bien, la bonne réponse était la réponse A. Puisque les données de la période sont identiques à celles transmises dans le cadre de la facturation électronique entre professionnels domestiques, à l'exclusion du numéro sirène, puisque ce numéro sirène, comme je disais il y a quelques instants, est une identité purement française et qu'à l'étranger, ils ont d'autres moyens d'identifier leurs entreprises. Donc, pour les opérations avec les opérateurs étrangers, on va parler d'acquisition intracommunautaire, d'achat de prestations intracommunautaires, de livraison intracommunautaire et d'exportation hors importation. Et donc, vous avez là aussi des délais, des fréquences de dépôt qui sont à peu près au prou les mêmes choses que le constate donc pour tout à l'heure le report de transactions, à savoir donc selon le régime qui est le vôtre d'une période de 10 jours à 2 mois. Question numéro 11. Voilà. Notre entreprise réalise quelques prestations de services à destination de clients professionnels en France. Comment va-t-elle procéder pour se conformer à la réforme de la facturation électronique? Alors, plusieurs choix. Elle envoie là aussi sa facture par courrier ou par courriel. Elle déclare les données d'opération à l'administration par intermédiaire d'une plateforme. Elle envoie sa facture au client par l'intermédiaire d'une plateforme. Elle déclare les données de paiement à l'administration par l'intermédiaire d'une plateforme. 2 possibilités de réponse. Cumulatives. Hein. Alors ne validez pas trop tôt. Déjà, bonne nouvelle, personne ne répond qu'elle envoie sa facture par courrier ou par courriel. Donc ça veut dire qu'on a déjà bien progressé.
Donc, écoutez, je vous félicite, puisqu'il y avait 2 réponses possibles, c'était la C et la D. Hein, enfin, c'était C et D, pardon. Et vous avez globalement répondu C et D. Donc, effectivement, l'opération entre dans le champ d'émission d'une facture électronique. Et comme il s'agit d'une prestation de service, l'opération donc entre dans le champ de l'obligation de transmission électronique à l'administration des données de paiement. Donc là, on vous a mis une petite slide. Des opérations en TVA exigibles à l'encaissement. On va éviter les opérations autoliquidées ou d'options pour le paiement de la TVA sur les débits. Et donc, le statut encaissé pour une facturation en B2B domestique entraîne la transmission des données de paiement à l'administration directement par la plateforme agréée. Et pour les paiements qui ne se rattachent pas à une facturation électronique, dès lors qu'on fait des opérations avec des opérateurs établis hors de France, les données de paiement sont transmises par facture dans un flux global selon une périodicité qui dépend du régime d'imposition. Et pour les particuliers, les données de paiement sont agréées au jour d'encaissement, avec toujours ce même tableau de 1 mois à 2 mois, suivant le régime d'imposition à TVA qui est le vôtre. Allez, dernière question. Là, on va entrer sur des cas d'usage. Donc, un collaborateur de BSP, Pierre, qui était en l'air, a pris un déjeuner professionnel dans un restaurant. Il n'a pas demandé au restaurateur la transmission d'une facture électronique au nom d'entreprise. Quelles sont les incidences pour BSP? Est-ce que c'est la possibilité de demander au restaurateur l'émission d'une facture électronique? Est-ce que sans facture électronique, la déductibilité de la TVA sur cette note risque d'être mise en cause, quel que soit le montant du repas? Sans facture électronique, la déductibilité de la TVA sur cette note risque-t-elle d'être remise en cause si son montant est supérieur à 150 €? Et sans facture électronique, la déductibilité de la TVA sur cette note risque-t-elle d'être mise en cause si son montant est supérieur à 150 €? Alors, dans le premier cas, C, c'est hors taxe, et c'est TTC dans le D. Donc, 2 réponses cumulatives, là aussi. Beaucoup d'hésitation. Je vais citer aussi le E, à défaut de facturation électronique, la TVA déductible pré-remplie n'intégrera pas cette dépense. Vous avez bien écouté. Allez, on répond. Donc, comme Pierre n'a pas spécifié au restaurateur qu'il a besoin d'une facture ou d'une entreprise, il va être considéré par défaut comme un client particulier non assujetti. Donc, notre restaurateur, lui, fera son reporting, données de transaction et données de paiement. Donc, lorsque Pierre va payer le repas, donc, il va demander l'émission d'un ticket de caisse pour conserver une trace de la transaction. Et puis, surtout, il va pouvoir la mettre à sa note de frais pour être remboursé par l'entreprise. Donc, si la charge est justifiée, la déduction en comptabilité de ces frais de repas sera admise. Mais c'est comme aujourd'hui le cas. Alors que le dispositif de facturation électronique ne s'applique pas encore, il existe un risque de non-déductibilité et de non-récupération de la TVA afférente. En effet, on vous le dit, si l'émission d'une facture est obligatoire dans le cas d'une transaction entre 2 professionnels assujettis à TVA, le ticket de caisse qui est remis au collaborateur n'est pas une pièce justificative suffisante pour permettre la déductibilité de la TVA. Pour autant, et seulement pour ces autres activités de restauration, il est prévu une mesure de bienveillance concernant la déductibilité de la TVA pour les factures de faible montant, c'est-à-dire jusqu'à 150 € hors taxe. Donc, notre entreprise pourra, a posteriori, demander au restaurateur l'émission d'une facture électronique pour permettre la déductibilité de la TVA correspondante. Donc, le restaurateur va émettre une facture électronique à la demande d'entreprise, alors même que cette opération a déjà fait l'objet d'une prise en compte dans ce reporting, mais pour éviter et neutraliser la double prise en compte par l'administration,
de la base hors taxe de la TVA, cette facture électronique mentionnera un code particulier qu'on vous a mis en bas, S7 ou B7 en cadre de la facture de la nomenclature, permettant à l'indiquer à l'administration que la TVA a déjà été collectée dans le cadre du reporting. Il appartiendra au restaurateur de veiller à ne pas comptabiliser 2 fois la vente, une fois au travers de l'étiquette Z et une fois au travers de la comptabilité de la facture électronique. Donc là aussi, très attention pour les gens des métiers de bouche, de vous assurer, c'est un cas d'usage, de vous assurer que lorsque vous avez un client qui vient, il vient en tant que particulier ou en tant que représentant d'une entreprise. Donc on vous le dit aussi, aujourd'hui, on a plus de 20% de plateformes agréées qui ne supporteront pas tout ou partie des cas d'usage qui sont liés aux notes de frais des collaborateurs. Alors le problème se pose aussi pour les tickets d'autoroute. Donc bien souvent quand vous avez un badge, donc le badge, assurez-vous bien qu'il est au nom d'entreprise. Comme ça vous recevrez la facturation électronique. De même que pour les tickets d'essence, évitez donc autant que possible le paiement par vos collaborateurs. On a vu dans les pays étrangers qui avaient déjà mis en place la facturation électronique, notamment l'Italie, où les automates de distribution de carburant acceptent la lecture de cartes de visite avec des QR codes, avec le numéro d'identification d'entreprise, donc le SIREN chez nous, pour justement éviter ce genre de problème. Donc les cas d'usage, on vous les indique, il y en a quand même 44 aujourd'hui qui sont répertoriés. Y compris la sous-traitance, la co-traitance, autofacturation, étiquette de péage, etc. Donc, on vous a mis sur le diaporama un QR code. Alors, c'est boutique, c'est marqué boutique AFNOR, mais c'est gratuit, qui recense tous les cas d'usage, qui permettent justement de voir ce qu'il en est exactement, pour permettre justement la prise en compte de la TVA sur ces opérations. Alors, on vous en a mis quelques d'autres. S'il y a des décomptes, on laissera le choix professionnel entre le projet de décompte traité comme une facture pro forma et non comme une véritable facture. Et puis, donc, à ce moment-là, il y aura la transmission de la facture avec un numéro comme de référence de la facture pro forma ou bien normé, où le projet de décompte est traité comme une facture et qui doit, à ce titre, respecter l'ensemble des champs obligatoires et respecter le format structuré. Il y a l'autre cas d'usage qu'on vous a mis aussi, c'est le cas de la sous-traitance. Donc, si vous autoliquidez, il y aura l'utilisation d'un code spécifique. En cas de paiement direct ou de délégation de paiement, soit un bloc spécifique sur les factures du sous-traitant et d'utilisateur qui pourra être utilisé pour identifier le tiers payeur, ou la possibilité de joindre la facture du titulaire en PJ, donc l'attestation de paiement et la facture de sous-traitant, et un document récapitulatif, comme là, ça doit se faire actuellement. Alors, le classement, hop. Alors, le classement, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, eh bien, hop. Alors, je vais mettre le podium, ça sera plus simple, parce que là, je l'ai... Donc, c'est 7 avril 2026 avec 7204,5 points, devant Julien avec 7157,3, 6453,5, Joël et Mara. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons fini, puisqu'on va aussi vous demander, qu'est-ce que doit faire BSP pour bien se préparer? Eh bien, Catherine a parlé d'un site tout à l'heure, moi je vais vous parler d'impôt.gouv.fr, où vous avez la possibilité de vous informer, avec des fiches pédagogiques, avec des fiches techniques, que va-t-il se passer pour mon entreprise en matière de facturation, ou quelles obligations seront les miennes, à partir de quelle date je suis concerné, etc. Donc, vous avez des dépliants, des foires aux questions, des quiz, des fiches pédagogiques qui vous permettront notamment de connaître vos futures obligations, avec un logigramme qui est mis en place à partir de 4 questions que vous allez vous poser. Et puis derrière, il y aura l'édition de fiches téléchargeables qui vont vous permettre de savoir quelles sont vos obligations et ce dont vous avez effectivement besoin. Et puis, ça a été dit tout à l'heure par Catherine, la nécessité de procéder à un audit de votre cycle de facturation, que ce soit en flux entrant ou en flux sortant. Cela vous permettra de connaître vos besoins, de vous renseigner auprès de votre expert comptable, de votre fédération professionnelle, de votre centre de gestion, de votre éditeur de logiciel, de votre banque, de tout ce que vous voulez, pour identifier les solutions les plus adaptées. Et pas forcément les offres gratuites,
Il faut bien choisir la plateforme qui correspond à vos besoins. Vous le faites en matière de téléphonie, vous savez le faire en matière d'énergie, en faisant jouer la concurrence. Eh bien, il vous appartiendra de faire jouer cette concurrence également auprès des plateformes agréées pour que vous ayez donc l'outil qui soit le plus adapté à votre entreprise. Donc, vous avez la possibilité, vous avez la liste sur apo.gouv toujours, la liste des plateformes agréées et immatriculées. Et puis, vous avez Invoicing Hub, qui est un organisme, une association indépendante, qui compare les offres de plateformes agréées et qui vous va permettre de choisir donc au mieux ce dont vous avez besoin, bien entendu, d'un mieux possible, en vous faisant accompagner. Il est évident que toutes les plateformes ne vous correspondent pas. Les pharmaciens ont développé leur propre plateforme. La fédération du BTP aussi a une plateforme qui est spécifique. Mais pour ça, votre expert comptable, vos conseils, vos éditeurs de logiciels sont mieux à même que quiconque de vous donner les solutions qui seront les mieux pour vous. Et vous pouvez bien entendu, surtout, contacter un numéro d'assistance téléphonique, facturation électronique au 0806 807 807. On vous répond du lundi au vendredi, pour vos questions auxquelles vous pourriez légitimement vous poser. Voilà, j'en ai terminé. Alors, on va passer aux questions, parce que je crois qu'il y en a une bonne partie qui a été posée. Donc, on va y répondre. Avant de commencer à répondre aux questions, je voulais quand même déjà remercier Eric. Alors, on a une grande chance dans le Grand Est, en fait, c'est que on a une bonne partie des personnes de la DGFiP qui sont formées. Parce qu'il y en a 200 qui sont formés en France et on en a 40 dans le Grand Est. Donc, c'est très, très bien parce qu'ils nous ont accompagnés sur toutes les dates. Et puis, ils ont toujours répondu présent. Alors, pour les cabinets, quand on organise des formations pour nos clients, ils sont là et ils nous ont bien suivis. Et donc, c'est important justement d'assister à ce genre de réunion et d'être bien formé avec des personnes sympathiques et compétentes. Donc, c'est important de le dire. Au-delà des personnes, donc effectivement, il y a 40 référents, mais l'ensemble, la majorité de nos équipes, de nos collaborateurs ont vocation à être formés à la facturation électronique, des agents d'administration fiscale de la DGFiP, pour justement pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, puisque c'est une réforme emblématique de notre administration en 2026. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport aux plateformes, donc on parlait du choix. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est un peu comme la téléphonie, c'est qu'on peut en changer. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Si vous avez contracté par erreur avec une plateforme, vous pouvez en changer. La seule chose, c'est que c'est contractuel. Donc, ils doivent vous rendre vos données. Mais après, si c'est noté contractuellement que vous êtes engagé pour 1 an, 2 ans, 3 ans, faites bien attention à ce que vous signez parce que vous pouvez changer. Mais si ça se trouve, les redevances seront dues sur une période bien plus longue que la conservation des données par la plateforme. Ce qui est important aussi, c'est de contractualiser avec des personnes qui vont justement conserver vos données assez longtemps ou en tout cas vous les rendre. Voilà, c'est aussi un des points d'attention. Voilà, mais on va passer aux questions. Alors, on est dans le fil de discussion, donc on regarde. Alors, est-ce qu'une SPEC d'assureur rentre dans la réforme ? Donc là, en l'occurrence... c'est le régime de TVA qui fait foi. Donc, êtes-vous dans le champ de la TVA sur les opérations que vous réalisez ou pas ? Ce qui fait que derrière, c'est ce régime qui vous rentrez dans le champ ou pas de l'obligation de la facturation électronique. À partir du moment où il y a un numéro de SIRET, à minima en réception, il y aura de toute façon la facturation électronique. Alors je vois, pouvons-nous avoir le support ? Donc je pense que toutes les personnes inscrites vont recevoir le support par l'adresse mail à laquelle on vous a transmis le lien. Donc ça c'est oui. Ensuite, le particulier n'a pas de SIRET, comment fait-on pour lui transmettre ? Donc ça, c'était il y a plus de 3 quarts d'heure, donc ça veut dire que nous avons déjà répondu à la question. Je pense qu'on a répondu parce que les particuliers ne reçoivent pas de facture électronique, on n'en fait pas pour eux. Donc on fait des reportings à l'administration des factures qu'on a fait pour les clients particuliers, mais le particulier lui-même ne reçoit pas de facture électronique. Alors, comment facturer une entreprise en cours de création et qui n'a pas encore son CABIS ?
Là, en l'occurrence, on n'a pas forcément le cabis, mais on reçoit quand même assez vite, l'avis, sirène et donc Donc, normalement, on a voilà. assez vite un numéro de sirène, hein. Alors je sais qu'en plus, alors je ne sais pas la provenance de tous les participants, mais dans le régime Alsace-Moselle, on a plutôt, des difficultés en ce moment pour obtenir des cabis, hein, c'est assez long. Voilà, les autres régions de France ne sont pas concernées, mais en tout cas, l'avis sirène, on le reçoit Voilà, donc assez rapidement. l'INSEE, lors de la Donc dématriculation voilà. d'entreprise, effectivement, on voit très rapidement le numéro sirène, et c'est le numéro sirène qui fait foi, comme on a dit tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, c'est ce numéro qui vous permettra d'être attaché à une plateforme. Alors, il y a une question sur le plein d'un véhicule de société pour avoir une facture électronique au distributeur. Alors, c'est ce que disait Eric, hein. Globalement, soit on a des cartes dans certaines distributeurs, enfin chez certains distributeurs d'essence, hein, ou alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais globalement, il y a certaines pompes d'essence où on voit qu'il y a des lecteurs, hein. Donc, je pense que pour justement tout ce qui est note de frais, c'est comme ça, c'est ce qu'on a expliqué, c'est comme ça que ça se fait dans d'autres pays. En fait, on aura un flash code avec le numéro sirène. Donc, quand on ira prendre de l'essence, on flashera ce code et du coup, le distributeur saura que c'est pour une entreprise. Et ça sera la même chose quand on ira au restaurant, en fait. Il y a déjà beaucoup de pays qui sont comme ça, où on demande c'est pour un professionnel ou un particulier. Si on dit c'est pour un professionnel, on donne son numéro de sirène. Et donc, du coup, en fait, ça simplifie même entre guillemets, la saisie des notes de frais, puisque la facture sera envoyée directement à l'entreprise. Donc, ça fonctionne comme ça dans d'autres pays. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme ça en France. Je présume, c'est comme ça que ça va se faire. Éric, une question? Alors pour Chorus, effectivement, on a répondu tout à l'heure, la question sur Chorus. Donc effectivement, Chorus et plateformes, et les plateformes ont vocation à communiquer entre elles, qu'elles soient via Chorus ou via plateforme privée. Donc normalement, ça ne posera aucun problème. Alors, il y a une question. Bonjour, quel est le délai pour un client pour accepter une facture qui lui a été envoyée? S'il ne l'accepte pas, que se passe-t-il? Donc, le délai, en fait, à partir du moment où la marchandise est livrée ou la prestation réalisée, la facture est envoyée sur la plateforme du client. Donc, globalement, si la facture est conforme, elle est réputée acceptée au moment où le client valide, De toute valide façon, cette facture. on a un cycle de Voilà. facturation qui va permettre de suivre, d'où l'intérêt, notamment quand vous adressez à certains donneurs d'ordre qui ont du mal à respecter les délais de paiement, de choisir une plateforme qui vous permettra d'avoir le maximum d'opérations du cycle de vie de la facturation, pour justement savoir ce qu'il en est exactement, pour savoir, puisqu'on vous saurez quand vous émettez la facture, après c'est savoir quel va être son statut au sein de votre client qui est intéressant, pour pouvoir suivre vos délais de paiement et suivre votre relation commerciale au plus près, pour gérer au mieux votre entreprise et éviter le type de réponse que vous avez tous eu. Non, là, j'ai pas reçu la facture, j'ai pas regardé dans mes spams, ou non, le facteur n'est pas passé, etc. etc. Donc voilà. Et après, il est possible évidemment de la refuser, hein, c'est ce qu'on a dit là dans le cas de l'avis de la facture. Donc ça, il faut bien faire attention justement aux plateformes avec lesquelles vous allez contractualiser, parce que on peut donner plus ou moins de motifs de refus. Et voilà, donc du coup, effectivement, jusqu'à ce qu'on ait la bonne facture, elle n'est pas réputée acceptée si vous la refusez pour un motif légitime. Alors là, il y a deux questions qui... Alors, deux voilà. questions. À Strasbourg, il était qu'il existait un site de benchmark. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est le The Inventing Hub, avec mon anglais parfait. Dont vous aurez les coordonnées sur le diaporama qu'on va vous remettre, qui vont vous permettre justement de faire ce benchmark entre les plateformes, et ça va vous aider à choisir celle qui est le plus adaptée à vos demandes. Pour l'export, nous en avons parlé. Ouais. Donc en relation B2B et l'export, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il va être possible d'avoir deux plateformes simultanément? Oui, absolument. Donc on va pouvoir descendre, même si le sirène est la base, on va pouvoir descendre jusqu'au sirette à l'établissement, ou même au-delà, pour permettre de choisir plusieurs plateformes vous pouvez très bien en avoir une pour vos achats, une autre pour vos achats généraux, une autre pour vos ventes, justement pour pouvoir gérer au mieux en fonction de l'organisation de vos départements au sein de vos entreprises, pour vous adapter au mieux. Donc effectivement, on peut descendre jusqu'au numéro sirette, ou on peut avoir même après un système de lettrage qui va vous permettre donc d'avoir les plateformes les plus adaptées à vos besoins.
De la même manière, on parlait de notes de frais. Il y a certaines plateformes qui seront vraiment dédiées à l'utilisation des notes de frais. Et donc, du coup, les entreprises qui auraient, par exemple, des VRP, des commerciaux ou voilà, une population très particulière, il ne serait pas inintéressant de prendre une plateforme dédiée pour les notes de frais parce que c'est traité un petit peu différemment qu'une plateforme plus généraliste sur des charges externes ou des frais de fonctionnement généraux. Alors, est-il prévu un signalement des factures reçues et identifiées comme frauduleuses, hein? Exemple, fournisseur non identifié qui m'envoie une facture. Alors justement, c'est le but de l'annuaire concentrateur tel qu'on l'a présenté tout à l'heure, que de mettre à jour régulièrement, par l'intermédiaire des équipes de DGFiP, justement les numéros sirènes pour éviter que ceux-ci soient piratés et qu'on soit entre opérateurs de bonne foi. Ok, alors là, la question est un peu longue. Alors bonjour, mes clients ont choisi mon outil de production comptable comme plateforme d'émission et de réception. Donc ça, c'est les clients, mais certains de mes clients établissent leurs factures de vente avec leur propre logiciel de vente. Comment se fera alors l'émission des factures, invoicing et reporting, si c'est mon outil de production qui est la PA d'émission? De toute façon, les plateformes communiquent entre elles. Elles communiquent entre elles, et puis à partir du moment où c'est la globalité de vos factures, si c'est concerné par du invoicing, si c'est pour du business B2B, globalement, il y aura les factures électroniques, et c'est en reporting si on facture pour des particuliers. Normalement, si vous choisissez le bon logiciel de facturation et la bonne plateforme, selon ce qu'on remplit sur les fiches clients, ça va faire automatiquement le fléchage vers ce qu'il est obligé de faire. C'est pour ça, alors là, si vous êtes sur des cas particuliers, d'où l'intérêt de voir tous vos cas et de bien les cibler, alors soit sur le site Ma Facture Mon Expert, ou alors justement sur le benchmark des plateformes. Mais si on est sur des cas particuliers, c'est vraiment des choses qu'il faut bien lister pour choisir sa plateforme. Alors, si le SIREN est la clé d'identification sur l'annuaire, oui, effectivement, je le disais, on peut descendre jusqu'au SIRET et même avoir un codage spécifique pour pouvoir choisir une plateforme. Donc, suivant qu'on sera en BA, en BIC, on pourra répondre à la question en descendant donc au niveau d'établissement ou même encore aller plus loin. Alors là, on parle de plateforme digitale de remboursement partiel, donc du cashback suite à des achats effectués par des artisans chez leurs distributeurs de matériaux. Ils enregistrent aujourd'hui un PDF de leur facture d'achat pour obtenir ce remboursement. Pourront-ils encore enregistrer leur facture ou faut-il développer un interface de notre côté? Alors globalement, à partir du moment où on est sur du business to business, ils ne pourront plus faire de PDF. Ça sera soit une facture justement pour ce cashback, voilà, ou alors vous développez quelque chose de particulier qui fera que vous pourrez leur rétrocéder le cashback. Mais en tout cas, ils ne pourront plus vous transmettre un PDF. Oui, il serait possible d'avoir ça défile. N'allez pas trop vite sur les questions. On pourra effectivement avoir pour une même entreprise, avoir plusieurs plateformes. Vous n'êtes pas limité à une plateforme, parce que, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir descendre au-delà du numéro sirène. Ensuite, une période de transition est-elle prévue? On a fixé les dates 1er septembre 26, 1er septembre 27. Donc, globalement, on est censé s'être tous conformés à la réforme à partir de septembre 2027, sachant que, alors je ne veux pas parler au nom de la DGFiP, mais il y aura une période de tolérance qui ne sera pas forcément très, très longue, mais en tout cas, il y en aura une pour que tout le monde puisse se mettre dans la réforme. Disons que, en fait, si vous n'allez pas dans la réforme, ce seront vos grands fournisseurs, genre EDF ou opérateurs de téléphonie ou d'autres, des grandes entreprises qui commenceront à vous adresser la facture et vous diront, mais vous n'avez pas fait, je ne peux pas vous envoyer votre facture via une plateforme, donc dépêchez-vous d'opter ou on coupe le service. Et donc, ce seront ces opérateurs qui vont déjà vous obliger à y passer. Et puis après, si l'administration s'aperçoit que vous n'avez pas choisi de plateforme, elle vous mettra en demeure et vous aurez 3 mois pour vous conformer, à défaut de quoi on vous appliquera des amendes. Ouais, qui sont prévues dans la dernière loi de finances. Oui, qui sont prévues dans la loi de finances 2026. Ouais. Alors, la réforme s'applique-t-elle aux associations de droit local d'Alsace-Moselle? Oui, à partir du moment où elles sont à but lucratif. Donc là, je l'ai dit en entrée, alors je ne sais pas si vous étiez connectés, mais en tout cas, je crois que la semaine prochaine, il y a un webinaire dédié spécialement aux associations. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire parce que là, vous aurez beaucoup de réponses avec une consoeur qui est spécialiste des associations. Donc, vous aurez beaucoup de réponses à vos questions.
Alors, le logiciel comptable utilisé doit-il être adapté? Alors, globalement, je dirais oui et non. À partir du moment où vous avez un logiciel comptable qui vous émet des FEC et autres, on n'est pas forcément obligé. Par contre, je pense qu'il faut profiter de la réforme pour, justement avoir, les factures et vos achats qui s'injectent automatiquement dans votre logiciel comptable. Parce que, le but de la réforme, c'est un gain de temps. Donc, en l'occurrence, si c'est pour s'amuser à ressaisir, je ne suis pas sûre que ça soit très optimal. Mais en tout cas, à partir du moment où votre logiciel comptable respecte les règles fiscales de traçabilité de toutes les opérations comptables, vous n'êtes pas obligé de changer. Par contre, il faut quand même vérifier peut-être l'interopérabilité entre votre logiciel, votre plateforme et puis le fait que ça s'injecte dans la compta. Ça, Alors, c'est lorsque sûr. la facturation électronique envoie les données également à l'URSSAF, alors la réforme prévoit effectivement une utilisation des données de facturation, de transmission et de paiement auprès d'autres administrations, avec pour objectif de renforcer donc l'efficience de l'action publique. Alors, ces données présentent effectivement un intérêt pour plusieurs acteurs publics, notamment l'INSEE pour tout ce qui est analyse économique, l'URSSAF pour la cohérence des assiettes déclaratives, la DGCCRF pour le contrôle des pratiques commerciales, notamment la gestion des délais de paiement, les douanes pour les flux internationaux ou encore Tracfin dans le cadre de la lutte contre les circuits financiers illicites. Et donc, si on envoie la facture à J+1 alors qu'on n'a pas encore reçu encaissement, c'est justement cette obligation, cet e-invoicing pour les encaissements qui permet justement d'avoir la bonne date et de ne pas de régler ce problème de décalage entre la facturation émise et l'exigibilité au niveau de la TVA, qui est au niveau du paiement effectif. Alors, comment est alimenté l'annuaire d'entreprise? Eh bien, c'est notre rôle aussi, avec l'INSEE, l'administration fiscale et l'INSEE, puisque quand vous déclarez quelque chose, eh bien, c'est l'INSEE qui est centre de formation des entreprises et qui nous alerte. Et puis, nous assurons donc de l'autre côté que les numéros sirènes sont bien valides. Alors, une question. Comment fait-on pour déposer une facture sur une plateforme? C'est flou. Alors, globalement, en fait, c'est pas forcément vous qui allez la déposer sur la plateforme. En fait, c'est votre plateforme d'émission quand vous serez obligé d'en émettre une, puisque je présume que, vu la question, vous êtes peut-être une TPE-PME, donc ça ne sera qu'à partir de 2027 que vous serez obligé. Vous pouvez devancer l'appel, c'est ce que j'ai dit. Mais globalement, c'est votre logiciel de facturation qui les mettra sur qui cherchera le sirène et la plateforme qui est dédiée, et puis globalement ça ira de votre plateforme d'émission à la plateforme de réception de votre client. Donc ça sera normalement automatique. En tout cas, ce sont des choses à vérifier parce que sinon vous répondez pas tout à fait à l'optimisation de la réforme. Alors, pour les entrepreneurs qui sont assimilés aux micro-entrepreneurs en franchise de TVA, les règles sont identiques, puisque nous sommes dans le cadre d'assujettis à la TVA et non pas de redevables. Donc, 1er septembre 2026, comme vous le dites, réception des factures. 2027, obligation d'émettre ces factures également. Oui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on expliquait. Les auto-entrepreneurs ou les micro-entrepreneurs sont dans le champ de la TVA. Ce n'est pas parce qu'ils sont en franchise, ce sont des assujettis qu'on exonère pour d'autres raisons, mais en tout cas, ils sont dans le champ de la TVA. Voilà. Alors sur Chorus, effectivement, on pourra vous demander des pièces complémentaires, mais la seule obligation que si vous passez par votre plateforme, c'est l'émission de la facturation. Donc, si besoin, l'ordinateur vous demandera de d'envoyer des pièces complémentaires. Alors, les holdings purement financières sont-elles concernées? Globalement, elles ont un numéro de SIRET, oui. Donc, elles reçoivent forcément, certainement des factures, peut-être d'honoraires, d'autres choses. Globalement, oui, elles doivent à minima être en capacité de les recevoir. Et puis, si elles font des facturations, peut-être des management fees ou d'autres choses pour certaines de leurs filiales, à ce moment-là, elles doivent aussi avoir une plateforme d'émission. Alors, où doit-on déclarer notre choix de faire forme agréée? C'est donc lorsque vous aurez signé votre consentement éclairé. C'est la plateforme qui déclarera, normalement, si j'ai bien compris, c'est la plateforme qui déclare que vous avez opté pour tel ou tel accompagnant. Oui. Alors, les deux plateformes, on en a parlé. Les SI, on en a parlé aussi. OK. Et pour les groupements forestiers, donc c'est le même sujet que les SI. Êtes-vous assujetti ou non à la TVA?
Êtes-vous reconnu, avez-vous un numéro sirène, êtes-vous assujetti à TVA? Une fois que vous répondez à ces questions-là, bien, vous avez les obligations qui s'imposent à vous. Alors, une entreprise doit faire évoluer son outil de facturation et lui proposer 2 logiciels de facturation différents, avec en conséquence 2 lots de numérotation. Est-ce possible? Peut-il y avoir transmission de 2 flux de factures pour une même entreprise pour une même période? Alors, cette question, je ne l'ai jamais eue. Alors, les proposer, moi, j'ai du mal à comprendre. En fait, il y a 2 logiciels de Facturation. facturation parce qu'elle doit faire 2 types d'activités, Oui, je présume. Hein. Et donc, du coup, au même moment, elle envoie de 2 logiciels différents des factures qui pourraient avoir des numérotations. Alors là, Là, c'est sur le suivi voilà. séquentiel de la numérotation. Voilà, je reviens sur les obligations Présume. comptables. Donc, les obligations comptables, on doit quand même avoir un suivi séquentiel des opérations. Normalement, oui. Donc, ouais, je sais pas. Là, j'ai pas forcément la réponse à cette 2 flux de factures. À mon avis, enfin, je pense qu'on peut utiliser deux logiciels différents. Par contre, les mêmes numéros, à mon avis, c'est pas possible. Donc, il faut mettre des lettres ou des choses. Je pense que sinon, c'est pas possible. Alors, votre entreprise est inscrite sur une plateforme depuis octobre, mais ne figure pas dans l'annuaire. Alors, c'est un sujet qui est récurrent, puisqu'on s'est aperçu que certaines plateformes avaient déclaré leurs clients. Le problème, c'est qu'elles ont dû mettre une date. À partir de à quelle date cela sera-t-il opérationnel? Et elles ont opté, c'est marqué 1er septembre 2026, et c'est pour ça qu'on a du mal aujourd'hui, on ne les retrouve pas toutes parce qu'il y a ce problème-là de date à laquelle vous avez opté effectivement. Donc voilà, c'est peut-être ça qui peut, pour la raison pour laquelle on ne vous trouve pas sur l'annuaire. Alors, le syndic bénévole, on en a parlé, puisque a priori, il n'y a pas de SIRET, donc normalement non. Et alors ensuite, pour la réception des factures des pays qui n'ont pas de facture électronique, seront uniquement à déclarer par le e-reporting. Donc, c'est votre fournisseur est à l'étranger. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, lui n'est pas tenu, puisqu'il n'est pas tenu à ce stade par l'émission d'une facture électronique dès lors que l'opération, bien entendu, n'est pas imposable à TVA en France. C'est le cas du bâtiment dont je parlais tout à l'heure. Si une entreprise vient travailler sur un bâtiment en France, la TVA française qui s'applique, etc. Donc là, il y a une obligation. Si c'est l'envoi de marchandises qui est faite, donc il n'y a pas d'obligation d'émettre une facture par votre client, mais vous avez l'obligation de e-reporting, de paiement. Alors, en quoi consiste le e-reporting? Parce qu'on parle du lettrage des factures clients en comptabilité qui peut faire office d'alimentation des données de e-reporting. Je ne sais pas qui on parle, je ne sais pas qui c'est. Là, on parle, donc si vous parlez de lettrage, vous devez parler de règlement. Je présume, ça doit être le e-reporting de paiement. Oui, en l'occurrence, ça pourrait être des choses qui pourraient être extraites à partir du moment où il y a la donnée de paiement dans la comptabilité. Peut-être, je ne connais pas cette possibilité. Donc là, il y a certainement des éditeurs qui vous en ont parlé. Alors, le site de comparaison de plateformes, donc c'est Teddy Invoicing Hub, dont on a parlé il y a quelques instants, dont les coordonnées figurent sur le diaporama qui va vous être transmis. Donc, comme ça, vous pourrez justement regarder, puisque en plus, c'est une association indépendante, comme je le disais, qui va vous permettre donc en toute indépendance de comparer les plateformes. Alors, lorsqu'un client a choisi la plateforme du cabinet, donc en l'occurrence, là, on est chez un confrère, en émission et en réception, comment transmettre les factures de vente du logiciel de facturation du client vers la plateforme du cabinet? Ça, il y a soit des API, enfin, en tout cas, la plateforme du cabinet, en fait, c'est la plateforme que vous proposez, donc comment le client passe pas sur votre plateforme. Donc en l'occurrence, il est répertorié avec la plateforme que vous allez lui proposer, c'est un numéro de sirène, donc elles iront sur cette plateforme-là. Je comprends comme ça la question.
Et ensuite, on est sur les 2 plateformes, est suivi dans le mandat de plateforme d'émission, la plateforme. Alors, je ne pense pas que ça soit spécifiquement mis dans les mandats, mais ensuite, dans l'annuaire, c'est noté le nombre de plateformes qui sont choisies par la société via son numéro de sirène. Alors, quels sont les critères minimaux pour participer à la phase pilote? Déjà, c'est avoir fait le choix d'une plateforme et bien figurer sur l'annuaire. Et puis, après, bien, si votre plateforme est bien, comment dire, est habilitée à aider ce stade, parce qu'il y en a encore quelques-unes où il y a des réserves, eh bien, vous pouvez faire partie du pilote, me semble-t-il. Bon, je crois qu'on a éclusé les questions, c'est ça, si on ne se trompe pas, on n'en voit plus à l'écran. Donc, écoutez, on va conclure, je pense. Il n'y a plus de questions. On va tous vous remercier de nous avoir suivis là pendant près de 2 heures. Donc, j'espère qu'on a bien répondu à vos interrogations. N'hésitez pas, alors je le redis, de vous rapprocher de votre expert comptable si vous avez des questions complémentaires. Pour les confrères, je le redis aussi, il y a IFAC Expert, donc via votre compte ExpertPass, parce que j'ai vu des confrères qui posaient des questions. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous avez aussi des replays via Fuse Expert, d'émissions enregistrées par le CNO. Donc là, n'hésitez pas. Il y aura toute une vague de formation aussi pour les collaborateurs. Donc, allez sur ce site pour voir les choses. Je remercie grandement la DGFiP parce que je pense que pour faire passer l'information, pour que ça ne soit pas que de l'information descendante, ce questionnaire est vraiment bien et fait digérer les choses de manière plutôt ludique. Et puis, nous, on est très contents d'avoir organisé ça là, depuis le mois de février, d'avoir rencontré quasiment 1400 personnes, enfin, je pense, entre ceux qui sont en distanciel et en présentiel. Donc, voilà, donc c'est qu'on a répondu à un besoin, mais c'est notre rôle. Donc, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup et puis très bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.